Merci, bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'être devant vous cet après-midi pour vous parler de la prévention des infections respiratoires et comment protéger votre autonomie, qui est un point qui est très important pour moi avec la clientèle que j'ai. Je m'occupe de patients immunosupprimés depuis le tout début de ma pratique. Je ne dis pas il y a combien d'années, mais ça a toujours été important pour moi d'essayer de garder les acquis des gens même lorsque des maladies chroniques s'installent et que les gens sentent qu'ils perdent un petit peu de leur autonomie, ils en préservent quand même des grands morceaux. Et si on veut garder ces morceaux-là, il faut essayer d'éviter les infections respiratoires qui sont parmi les plus grandes responsables de perte d'autonomie et des conséquences graves. Je suis médecin de famille, on vous l'a dit tantôt. Je travaille dans une clinique de médecine urbaine et aussi dans un hôpital universitaire, le CHUM, qui est affilié à l'Université de Montréal. Je dirige la clinique de prophylaxie post-exposition, qui est le PPE, pour les travailleurs de la santé qui sont exposés accidentellement à des piqûres d'aiguilles, mais aussi les travailleurs de tout ordre, des horticulteurs qui se piquent sur des aiguilles de plus en plus souvent dans la grande région de Montréal, et d'autres personnes là, qui pourraient être exposées à du sang ou des liquides biologiques dans le cadre de leur travail. Je travaille aussi à la clinique d'anoscopie haute résolution, qui est une clinique qui ressemble à une clinique de colposcopie pour la gynécologie, mais qui s'occupe de dépister les lésions cancéreuses ou précancéreuses au niveau de l'anus chez les personnes très immunosupprimées, les greffés d'organes, par exemple, les personnes infectées par le VIH depuis très longtemps, qui ont eu un système immunitaire très affecté, des choses comme ça. Alors, vous avez eu le descriptif de ma présentation. Je vais parler souvent des recommandations qui sont des recommandations provinciales ou des recommandations qui sont nationales. Alors, je voulais juste vous rappeler que le Comité consultatif national en immunisation, ou CCNI, c'est un comité qui est, à travers le Canada, responsable d'émettre des recommandations pour tout nouveau vaccin et même beaucoup de médicaments qui servent d'un point de vue préventif pour la population canadienne. Ils vont faire des recommandations qui vont s'adresser à tout le monde, mais ces recommandations-là ne sont pas attachées à des budgets. Les budgets de la santé sont provinciaux au Canada, donc c'est chaque province qui, après, va décider, suite à des recommandations d'un comité. Au Québec, ce comité s'appelle le Comité d'immunisation du Québec ou le CIQ. On est chanceux au Québec, on a un excellent document qui est accessible même au public, qui indique les recommandations pour chaque vaccin qui sont administrés au Québec. Tous les vaccins administrés, on les retrouve dans le protocole d'immunisation du Québec qui permet à toutes les infirmières, aux pharmaciens, aux inhalothérapeutes aussi, de donner des vaccins sans devoir obtenir à l'avance une prescription, une ordonnance de la part du médecin de famille ou du spécialiste. Tous ces vaccins ne pourraient-ils pas surcharger le système immunitaire de mon enfant? C'est une question qu'on entend souvent. Les adultes aussi de plus en plus s'inquiètent par rapport au fait de vacciner les très jeunes enfants dès leur naissance. On va leur donner un très grand nombre de vaccins. Maintenant, on réduit le nombre de piqûres, d'injections, parce qu'on peut combiner jusqu'à 10 antigènes dans un même vaccin, donc une seule piqûre plutôt que 10. Mais bien sûr, ça protège contre ces 10 maladies-là tout en même temps. Bien, il faut savoir qu'à la naissance, juste le fait de passer à travers le canal vaginal, de naître, d'être exposé à des gens qui vont nous toucher, nous laver, nous dorloter, tout ça va exposer l'enfant à un très, très grand nombre d'antigènes qui vont stimuler son système immunitaire, lui permettre de se développer et de le protéger à long terme. Et tout ça, c'est positif pour l'enfant et non pas négatif. Les vaccins représentent une très petite portion de cette stimulation-là qu'on va faire tout au long de la vie, mais particulièrement dans la première année de l'enfant, évidemment, au niveau du développement de son système immunitaire. Euh, Beaucoup de personnes croient aussi que certaines maladies ont presque disparu parce que les modes de vie se sont améliorés et c'est pour ça qu'on a moins de certaines maladies. Ce n'est pas à cause des vaccins. Mais il faut réaliser que, au contraire, même si
l'amélioration des conditions de vie ont diminué les risques de diarrhée, par exemple, dans une communauté urbaine ou même rurale lorsque l'eau est traitée, bien, ça ne sera pas le cas pour les infections respiratoires. La majorité des infections respiratoires sont transmissibles d'une personne à l'autre par des gouttelettes de salive. Elles ne sont pas attrapées par l'eau, par des aliments. On n'attrape pas le rhume parce qu'on a eu froid ou qu'on a pris un coup de froid. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un contact avec un virus ou une bactérie qui va faire qu'on va devenir infecté. Donc, l'amélioration des conditions de vie ont diminué les risques de certaines maladies digestives, mais pas vraiment du côté maladies respiratoires. Avec un petit bémol, les familles sont plus petites. Quand il y avait 12 enfants dans une même maison et parfois plus, c'était facile de partager les microbes entre eux. Quand il y a une personne sur les 12 qui attrapait une infection, bien, toute la maisonnée y passait très souvent. Aujourd'hui, les familles sont beaucoup plus petites et les échanges entre les personnes sont plus restreints aussi. Pensez seulement aux adolescents qui passent leur soirée dans leur chambre sur leur cellulaire. Il y a moins de risques de transmettre des infections respiratoires comme ça. Mais quand même, on partage dans une maisonnée beaucoup de choses. Et dans la vie de tous les jours, en prenant les transports en commun, en allant faire son épicerie, en allant à la pharmacie, ce sont toutes des opportunités d'attraper des infections respiratoires. La grande majorité des infections qu'on a pu réduire et presque éliminer grâce aux vaccins, ce sont vraiment les vaccins qui ont joué un rôle. Et quand des pays de l'ex-URSS, par exemple, se sont séparés de l'URSS, ont dû reconstruire des infrastructures de santé publique pour recommencer les programmes de vaccination pour leur population. Et on a vu réapparaître la diphtérie qui était pratiquement disparue. Et récemment, on a encore des éclosions de rougeole et de différentes infections qui pourraient être complètement éliminées de la planète si on avait des meilleurs taux de vaccination. Mais quand les gens ne voient plus la maladie, moi j'ai grandi avec la rougeole, j'en ai vu partout autour de moi. Ma meilleure amie en première année est décédée suite à des complications de la rougeole. Donc, j'en ai vu beaucoup. Mais les jeunes médecins avec qui je travaille n'ont jamais vu un seul cas de rougeole dans certains cas. Et donc, les gens peuvent avoir l'impression que c'est disparu tout seul et que la nécessité d'être vacciné n'est plus aussi grande et c'est vraiment une erreur. Alors, on a éliminé la variole quand même, c'est une grande avancée. On a presque complètement éliminé la polio. Elle est éliminée de toutes les Amériques, c'est déjà ça. Mais il en reste encore dans quelques pays où il y a encore des éclosions de polio qui continuent. Mais en général, on va avoir eu de bons contrôles. Mais là où on a la plus grande faiblesse, c'est vraiment du côté de la vaccination des adultes. Des parents peuvent très, très bien mettre à jour la vaccination des enfants, s'assurer de leur rendez-vous, qu'il n'en manque aucun. Mais pour eux, ils vont être très, très, très en retard. Ils vont comme oublier que même adultes, on doit continuer d'être vaccinés. Et bien sûr, encore plus si on a des conditions médicales qui nous rendent plus vulnérables. Alors, après cette introduction, ce que je voudrais faire, c'est vous faire comprendre les avantages de la vaccination, discuter du fardeau et des facteurs de risque qui incluent l'âge, bien sûr, parce que plus on vieillit, plus on est à risque, au niveau de certaines maladies respiratoires, explorer des enjeux au niveau de la couverture vaccinale, favoriser l'accès aux vaccins. Est-ce que il y a une couverture ou pas avec un régime provincial, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Bien sûr, savoir où se procurer les vaccins. Au Québec, c'est facile maintenant. Presque toutes les pharmacies peuvent vacciner, avec rendez-vous, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas nécessairement sur place une infirmière à tous les jours, même si les pharmaciens ont le droit d'administrer des vaccins maintenant, depuis peu, ça ne fait pas longtemps qu'ils ont ce droit-là, mais maintenant, ils peuvent le faire, mais c'est une question d'organisation de leur temps. Ils ne veulent pas nécessairement le donner à tout moment. Et on va bien sûr discuter des vaccins les plus importants au niveau de la couverture des infections respiratoires, des infections pneumocoques, le virus respiratoire syncytial, deux nouveaux vaccins de ce côté-là, la grippe et la COVID. Alors, il y a 100 ans, les maladies infectieuses étaient la cause principale de décès dans la population du monde entier. Au Canada, maintenant,
grâce à des programmes de vaccination mis en œuvre dans tout le pays, même dans les territoires éloignés. On a maintenant comme cause de décès les maladies infectieuses représentent à peine 5 de la mortalité totale. Donc, on a réussi à réduire et la pandémie, malheureusement, nous a fait perdre quelques degrés de ce côté-là. Et la circulation de ces infections-là qui recommence maintenant depuis qu'on a arrêté les mesures préventives en lien avec la pandémie nous font craindre que ça remonte un petit peu. Mais quand même, on est parti de cause principale à autour de 5 c'est quand même une très, très grande amélioration. La vaccination protège toute la population en empêchant les maladies de se propager. Alors, si il faut passer la balle d'une personne à l'autre, quand on parle d'un virus ou d'une bactérie, pour que cette infection-là se propage, bien, si on a un mur qui est la protection par l'immunité, par les anticorps, et que le virus ou la bactérie ne peut pas continuer vers une autre personne, on va véritablement protéger les autres autour de soi, pas seulement nous-mêmes. Et c'est ce qu'on recommande aussi pour l'entourage d'une personne très malade. Les personnes qui sont très, très malades, qui ont surtout celles qui ont un système immunitaire qui est un peu affaibli, peuvent un peu moins bien répondre à la vaccination, ne pas être protégées parfaitement juste avec un vaccin. Mais si on vaccine les proches autour d'eux, bien, on fait un écran de protection et là, on diminue le risque que cette personne-là se retrouve hospitalisée avec des complications et même avec des décès. C'est un investissement qui est tellement rentable que pour les programmes de vaccination pour les enfants et certains programmes de vaccination pour les adultes, le gouvernement sauve quelques dollars pour chaque vaccin qui est administré. Parce que même si on compte le coût de l'infirmière qui va l'administrer ou du pharmacien ou du médecin, le coût du produit par rapport au coût estimé d'hospitalisation pour une personne sur X selon les infections, bien, on arrive quand même à des économies. Alors, c'est vraiment génial comme action tellement simple pour aider à protéger les gens et à garder l'autonomie. Alors, de toutes les interventions de santé publique, pensez aux détecteurs de fumée, aux sièges d'auto, à toutes sortes d'interventions qu'on fait pour aider à diminuer les risques de santé publique. Bien, il n'y en a aucune qui sauve plus de vies que l'immunisation, même chez les adultes, même au Canada, même en 2024. Alors, quelles sont ces maladies-là? On a au Canada, qui circulent au Canada, 17 infections ou maladies potentiellement mortelles pour lesquelles on peut être vacciné. On appelle ça des maladies évitables par la vaccination. Ou dans mes diapositives, parfois vous allez voir MEV, maladies évitables par la vaccination. Alors, 17 infections potentielles. Je vais me concentrer sur les infections respiratoires aujourd'hui, bien sûr, à cause du public qui est devant moi. Alors, il y a certaines conditions qui font que une personne va être beaucoup plus à risque d'avoir des complications suite à la même infection. Alors, si la grippe ou une infection pneumocoque entre dans un foyer, les personnes avec des maladies qui touchent le système immunitaire vont être de loin les plus vulnérables, suivies des personnes avec des maladies chroniques autres. Alors, il y a toute une liste de conditions médicales qui affectent le système immunitaire et d'autres conditions médicales qui n'affectent pas le système immunitaire ou pas de façon importante. Vous allez me dire, le diabète est dans la colonne sans immunodéficience. C'est vrai. Des personnes avec un diabète, à cause du changement de pH sur leur sécrétion, du taux de sucre, etc., sont plus à risque d'infections urinaires, de toutes sortes d'infections, et un petit peu plus à risque de complications quand ces infections-là surviennent parce que ça débalance leur diabète. Mais ils n'ont pas, à toute fin pratique, une immunodéficience sévère. Quelqu'un qui a reçu une greffe d'organes, à qui on donne des agents puissants pour les empêcher de rejeter l'organe qui vient de quelqu'un d'autre, des gens qui sont sous chimiothérapie active, des gens qui prennent des agents biologiques en lien avec des maladies chroniques comme l'arthrite rhumatoïde, certains lupus, certains cas de psoriasis, par exemple, ou des maladies intestinales, colitis ulcéreuse, maladie de Crohn, et j'en passe, là, ont une atteinte du système immunitaire qui est beaucoup plus grande. Les personnes infectées par le VIH font partie de ce groupe-là aussi,
même aujourd'hui, même les personnes nouvellement infectées qui, dès le début de leur infection, ont eu accès à des traitements efficaces de grande portée, ces personnes-là vont quand même avoir un virus qui affecte leurs cellules immunitaires, leurs globules blancs, qu'on appelle les cytochromes, et ils vont avoir un risque plus grand d'avoir des infections à cause de ça. Mais dans cette catégorie, dans cette colonne de maladies immunodéficiences, il y a plusieurs degrés, bien sûr. On ne peut pas tout diviser dans des études. Alors, on va souvent mettre plusieurs conditions médicales ensemble pour évaluer à peu près l'impact sur le risque d'une maladie, donc le fardeau, mais aussi la réponse face à des vaccins pour voir s'il y a un bénéfice, pour être certain que les vaccins fonctionneraient dans ces groupes-là, malgré le fait que, dépendamment des médicaments, de la condition médicale, etc., ça va être variable. Même chose du côté des conditions sans maladie immunodéficience. C'est pas rare que je rencontre un patient qui a un diabète, qui a une BPCO ou une MPOC, c'est la même chose, c'est juste la façon de dire les mots qui est différente. Une personne qui a une maladie cardiovasculaire, qui a fait un AVC ou qui a eu de l'angine, qui a reçu des stents, des choses comme ça, tout en même temps, chez la même personne. Et la combinaison de ces infections-là va évidemment affaiblir davantage le système immunitaire à des degrés qu'on peut difficilement calculer précisément pour chaque personne, mais on sait que l'addition de conditions médicales va augmenter les risques de complications. Alors, dans les définitions, vous pourrez revoir toutes les définitions des groupes, mais grossièrement, là, je vous ai mis des conditions immunodéficientes congénitales, des maladies qui touchent le système sanguin ou le système immunitaire lui-même, des leucémies, des lymphomes, des myélomes multiples qui atteignent directement le système immunitaire, des agents immunodépresseurs ou des médicaments immunodépresseurs, la chimiothérapie, la radiothérapie, les corticostéroïdes à forte dose, les agents biologiques, il y en a toute une liste maintenant, et les déficiences qui sont acquises suite à des infections, par exemple le VIH et le sida. Dans les médications, il y a des différents degrés et la cortisone est probablement le médicament qui est pris le plus souvent comme agent immunodépresseur pour les personnes qui sont avec des maladies pulmonaires. Le fait de prendre de la cortisone de façon inhalée avec une pompe ne changera pas le système immunitaire. Rassurez-vous, ça se dépose au niveau des bronches et il y a une infime partie qui est absorbée. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Le système immunitaire va rester très fort, même si on utilise ces produits-là. Par contre, si on doit prendre de la cortisone en comprimé, la deltazone, d'autres noms pour définir la même chose, bien, là, si on en prend à forte dose, orale ou en injection si on est hospitalisé, pendant plus que 2 semaines, là, on va considérer que la personne est immunosupprimée. Et au Québec, ça veut dire avoir le droit à certains vaccins gratuitement parce que le Québec reconnaît, le Comité d'immunisation du Québec reconnaît que le fait d'être immunosupprimé augmente de façon importante les risques d'infection. Au niveau des thérapies immunosuppressives, donc, j'ai mis un petit peu plus de détails ici pour que vous puissiez les reconnaître. Les traitements anti-hormonaux qu'on donne suite au traitement intensif pour un cancer du sein, par exemple, ou avec un cancer de la prostate, ça, ce n'est pas considéré comme immunosuppresseur, mais la chimiothérapie comme telle, au début du diagnostic ou s'il y a des rechutes avec des métastases, là, ça va être considéré comme immunosuppresseur. Et bien sûr, du côté de l'arthrite, là, la liste est tellement longue et ça inclut des médicaments de base qui sont utilisés depuis très longtemps, comme le méthotrexate, mais ça n'inclura pas des agents locaux qu'on utilise au niveau intestinal, comme la sulfasalazine pour les gens qui ont une colite ulcéreuse ou un Crohn, ni l'hydroxychloroquine, qui est utilisé pour l'arthrite, mais aussi qui est utilisé comme antipaludéen, antimalaria, mais qui n'aura pas d'impact au niveau du système immunitaire. La splénie, ça, c'est quelque chose qui est mal compris même par des intervenants de la santé. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette catégorie-là, retenez-le.
L'asplénie, ça veut dire ne pas avoir de rate. On peut ne pas avoir de rate parce qu'on a eu un accident puis on a dû nous l'enlever, accident de ski, de sport, etc., accident de la route, ou parce qu'à cause d'une condition médicale, on a considéré que d'enlever la rate, ça aiderait au niveau du traitement pour cette maladie-là. Donc, parfois, c'est anatomique. La rate n'est tout simplement plus là dans le corps. Mais dans d'autres conditions médicales, comme la maladie cœliaque, l'entéropathie au gluten, la vraie allergie au gluten prouvée par biopsie, le lupus érythémateux disséminé, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, les gens qui ont reçu des greffes de cellules souches, les gens qui ont des maladies en lien avec les plaquettes, qui ont trop de plaquettes, qui doivent avoir des saignées parfois, ou les gens qui ont des troubles au niveau des globules rouges, qu'on appelle l'anémie falciforme, par exemple, pas le trait falciforme, mais vraiment l'anémie falciforme, la maladie héréditaire, les thalassémies majeures et non pas mineures, et les sphérocytoses, qui sont une déformation des globules rouges. Ces gens-là ont une rate qui ne fonctionne pas bien. Et la rate, elle sert à filtrer les bactéries qui circulent dans notre sang, particulièrement les bactéries de type coque, les pneumocoques, les méningocoques, les streptocoques, même les gonocoques. Donc, tout ce qui finit par coque comme bactérie, la rate joue vraiment un rôle important pour réduire le risque que ces infections-là nous causent une maladie sévère. Mais chez les gens qui n'ont pas une rate du tout ou qui ont une rate qui ne fonctionne pas bien, leur risque est excessivement augmenté d'avoir des complications et ça peut se rendre jusqu'à la méningite et au décès. Donc, toutes les personnes qui sont aspléniques fonctionnelles au Québec ont le droit à des vaccins gratuits contre les infections à coque. Pneumocoque, les meilleurs vaccins contre les pneumocoques, en ce moment, c'est le Prevnar 20 qui est offert pour ces personnes-là et les méningocoques. Méningocoques, le vaccin quadrivalent ACWY et le vaccin contre le méningocoque de type B, des vaccins très coûteux qui sont offerts gratuitement à ces populations-là parce qu'elles sont tellement à risque de complications. Alors, on a aussi, quand est arrivé le temps de la COVID, défini de nouvelles conditions médicales juste pour la COVID pour l'instant, mais de plus en plus, les experts commencent à considérer que ces conditions-là devraient être mises dans le même bateau que les conditions immunosuppressives. Mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Donc, quelqu'un qui a une maladie cardiaque chronique ou, comme plusieurs d'entre vous probablement, une maladie pulmonaire chronique, quelle qu'elle soit, bien, n'ont pas droit à la vaccination gratuite, à moins que leur traitement inclue un des médicaments que j'ai mentionné plus haut. Mais pour la vaccination contre la COVID, ils étaient considérés comme à haut risque et ils avaient droit d'avoir ces vaccins-là en priorité par rapport à la population. Toutes les maladies chroniques aussi étaient dans la liste des priorités pour la vaccination contre la COVID, incluant le diabète et tout, mais malheureusement pas en ce moment pour les vaccinations gratuites contre les pneumocoques, etc. Et certaines conditions qui limitent l'excrétion des sécrétions, une paralysie, par exemple, assez haute au niveau respiratoire, une obésité très importante pourrait amener un risque plus élevé et la vaccination contre la COVID et aussi la grippe, c'est à peu près les mêmes conditions médicales, étaient considérées là-dedans. Dans les principes généraux, quand on le peut et qu'on sait qu'un traitement s'en vient, par exemple, quelqu'un qui est en investigation pour un cancer possible, qui a eu des biopsies, qui attend ses résultats, mais on y a prescrit plein d'autres tests, on n'est pas mal sûr qu'on s'en va vers un cancer, bien, avant de commencer le traitement, avant la chirurgie, c'est le meilleur moment pour vacciner cette personne-là, puisqu'elle va devenir très prochainement immunodéprimée. Et encore là, la santé publique n'est pas folle. On offre gratuitement à ces personnes-là, en période de pré-diagnostic, donc pendant qu'on est en train de faire l'investigation, les vaccins gratuitement, comme si elles étaient déjà immunosupprimées, parce que leur réponse immunitaire risque d'être meilleure avant les traitements immunosuppressifs et donc de mieux les protéger. Alors, on peut les vacciner dans cette période-là.
Parfois, on sait qu'il va y avoir des cycles de traitement pour des maladies comme l'arthrite rhumatoïde. Donc, avant de recommencer, ça va aller. S'il y a une détérioration de la condition, puis que la personne va commencer prochainement un agent biologique, mais était sous un agent moins immunosuppressif, habituellement, les spécialistes vont recommander aussi qu'on mette à jour les vaccins à ce moment-là. Après, si l'état est temporaire, c'est mieux d'attendre, mais si l'état est permanent, la personne est déjà sur des traitements avec des stéroïdes de façon très régulière, répétitive pendant l'année à cause de sa condition pulmonaire, on n'attendra pas. On va lui donner le vaccin dès qu'on la rencontre, dès qu'on y pense à ces vaccins-là pour mieux la protéger. Et je vous le rappelle, protéger les contacts familiaux, c'est une bonne idée pour faire un écran de protection autour des personnes qui sont malades, mais le gouvernement ne va pas jusque-là. Donc, le gouvernement ne donne pas gratuitement les vaccins pour les contacts familiaux, mais on encourage certainement les gens à le faire. Il y a certains des vaccins qui sont gratuits. COVID, influenza, c'est gratuit dès qu'on est en contact régulier avec une personne qui est fragile, plus vulnérables au niveau de ces infections-là. Au Québec, les gens peuvent se faire vacciner gratuitement pour les pneumocoques, pour le virus respiratoire syncytial. Bien, le virus respiratoire syncytial, je vous en parle dans une minute. Excellent vaccin, mais il n'est pas couvert pour personne puisqu'il est trop nouveau. Mais du côté des pneumocoques, par exemple, pas un vaccin très coûteux, vaccin qui protège pour très longtemps. Donc, ça, c'est une bonne idée. Pour les personnes qui sont déjà immunosupprimées, on ne pourra pas donner des vaccins vivants. On n'en a pas beaucoup. La fièvre jaune, c'est un vaccin vivant. Donc, quelqu'un qui devrait commencer un traitement immunosuppresseur à long terme avec un agent biologique, par exemple, s'il pense qu'un jour il voudrait aller en Amazonie ou en Afrique centrale, devrait se faire vacciner contre la fièvre jaune avant de commencer son traitement. Après, on ne peut plus le faire du tout. Et il y a l'immunosénescence. C'est quoi l'immunosénescence? C'est le vieillissement du système immunitaire. Et il ne pardonne pas. Ça arrive à tout le monde, même si la personne est en bonne forme, n'a pas de maladie pulmonaire, s'entraîne, a un poids santé, s'alimente bien, fait attention, comme on dit, bien, cette personne-là va quand même avoir un système immunitaire qui est plus vieux, rendu autour de 60 ans et en montant, et qui ne va pas aussi bien le protéger des infections que lorsqu'il avait 15 ans ou 18 ans. Donc, ce vieillissement-là se produit inexorablement. Il va être accéléré si on a des maladies chroniques, mais il va quand même arriver. Et les gens qui me disent, ben, je ne suis pas sûre que je suis vraiment à risque parce que moi, je fais attention et tout ça, mais je leur dis, vous allez quand même avoir des cataractes, vous allez quand même avoir des douleurs articulaires qui risquent d'arriver et tout. Et ça, c'est parce que vos cartilages vieillissent et c'est la même chose pour votre système immunitaire. Alors, le but des vaccinations, c'est vraiment de prévenir les hospitalisations, l'absentéisme prolongé lorsqu'on est face à des personnes qui sont toujours sur le marché du travail et de les protéger et de protéger aussi leurs collègues autour lorsqu'ils travaillent ou les gens autour d'eux contre des infections respiratoires. Mais on peut aussi prévenir des cancers avec certains vaccins. Ce ne sont pas des vaccins pour des maladies respiratoires, mais je tenais à vous le mentionner en passant. L'hépatite B est responsable du cancer du foie. On a presque vu une disparition des cancers du foie en lien avec l'hépatite B depuis qu'on vaccine. Maintenant, les jeunes, les plus vieux ne sont pas vaccinés nécessairement, donc à faire attention si on voyage particulièrement. Et le virus du papillome humain, le VPH, est responsable du cancer de l'anus, du col de l'utérus, de l'oropharynx, qui est le cancer qui est le plus en augmentation dans tous les cancers en lien avec le VPH au Canada et un petit peu partout dans le monde développé, cancer du pénis, cancer de la vulve et du vagin. Donc, le cancer du col, qui était le premier visé par des campagnes de vaccination avec le VPH, bien, maintenant est rendu beaucoup moins important comme type de cancer associé au VPH que le cancer de l'oropharynx maintenant, qui prend le dessus et qui malheureusement n'a pas d'autre façon d'être dépisté qu'une fois que le cancer s'est présenté. On peut aussi, croyez-le ou non, prévenir des complications cardiovasculaires en lien avec la vaccination. Et ça, c'est sérieusement et de façon répétitive démontré avec plusieurs études. Les premières études datent des années 60 où un premier chercheur a montré que
en vaccinant contre la grippe, on pouvait prévenir des infarctus. Puis là, les gens de la communauté ont dit, ben voyons, la grippe, c'est une infection pulmonaire, ça n'a rien à voir avec le cœur. Ce premier chercheur-là n'était pas tout à fait capable d'expliquer pourquoi, mais il y avait vraiment deux groupes, un vacciné, un non vacciné contre l'influenza, où il y avait une différence importante sur un long terme pour les maladies cardiovasculaires et même les accidents vasculaires cérébraux. Alors, ces études-là ont fini par être répétées beaucoup plus tard, dans les années 80, et maintenant, c'est démontré de façon solide que le fait de vacciner contre la grippe diminue le risque d'avoir un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un AVC, et d'autres complications. Et pourquoi ça arrive? Je vous fais un résumé très bref, là, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais quand on a une maladie grave comme COVID, grippe, pneumocoque, VRS, Zurna, parce que toutes ces maladies-là sont aussi associées à un risque de maladie cardiovasculaire augmentée, bien, il se produit de la fièvre. Et la fièvre, ça crée une tempête dans notre système immunitaire qui va venir tout déstabiliser dans nos artères. Et les petites plaques d'athérosclérose qui ont commencé à se former dans les artères peuvent être irritées, saignées. Ce saignement-là peut faire que la plaque gonfle un petit peu et là vient bloquer une artère et créer un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Ou même, s'il y a beaucoup, beaucoup d'irritation autour de ces petites plaques-là, elles peuvent se détacher et migrer dans le sang, s'attacher tous ensemble et venir faire un bouchon un petit peu plus loin dans l'artère et encore là, créer une maladie cardiovasculaire. Donc, un impact important de la vaccination pour protéger contre des infarctus et des accidents vasculaires. Et certains de mes patients que je connais depuis très longtemps qui parfois me disent ah, le vaccin contre la grippe, j'en ai eu tellement dans ma vie, je me demande si j'en ai encore besoin. Le vaccin contre la grippe, le virus de la grippe continue de migrer constamment pour être capable de nous affecter, un peu comme le virus de la COVID aussi, qui se mute et se transforme pour être capable de passer par-dessus notre système immunitaire. Mais on est futé aussi. Ce n'est pas juste les virus qui sont futés, on est capable de développer de nouveaux vaccins, de s'adapter à ces modifications-là et là, de donner de nouveaux vaccins qui vont nous protéger contre les nouvelles mutations qui sont apparues avec la COVID ou avec l'influenza. Et ça va nous protéger contre des complications très graves qui peuvent survenir dans les jours et dans les mois qui vont suivre l'infection. Pas seulement les jours, mais vraiment les mois qui suivent. Donc, c'est vraiment assez génial comme intervention. Alors, les démonstrations avec la grippe maintenant, c'est important. Et une étude canadienne a montré que le fait de vacciner contre la grippe pouvait réduire le risque de crise cardiaque jusqu'à 45 dans certaines populations qui n'avaient pas d'antécédents cardiaques avant. C'est vraiment beaucoup. Alors, on a toutes sortes de recommandations internationales qui nous encouragent à vacciner nos patients. Vous allez me dire, oui, mais mon médecin ne m'a jamais parlé de vaccin. Et je vous crois si vous me dites ça, et j'en suis désolée, mais il y a eu toutes sortes de réformes au niveau de la santé et au niveau de la réforme de la santé au Québec, alors que de plus en plus de médecins de famille vaccinaient activement leurs patients directement dans leur clinique. Le ministre Barrette a décidé que ça, c'était un frais accessoire. Il y en a qui chargeaient trop cher pour cette vaccination-là, en plus du coût du produit qu'il fallait acheter, et on enlevait ça des cliniques. Et on s'est retrouvé à des vaccinations qui maintenant sont données soit dans les CLSC, où il y a de longues listes d'attente et où on ne donne que les vaccins gratuits, soit en pharmacie où on offre tous les vaccins, ou dans les cliniques santé-voyage. Mais le résultat net pour les patients a été que le prix moyen a augmenté de façon importante, malheureusement, pour les différents patients. Les médecins se sont un petit peu fâchés par rapport à ça, les médecins de famille, et ont dit, ben OK, mais nous, on ne donne plus de vaccin du tout, ni vaccin de santé publique, ni rien. Alors, beaucoup de cliniques ont arrêté de vacciner. Là, il y a une nouvelle tendance suite à la COVID pour dire, OK, oui, c'est vraiment important la vaccination.
on devrait au moins donner les vaccins gratuits à notre population. On n'a plus le droit, hein, en médecine familiale, de vendre un autre vaccin qu'on devrait acheter. Donc, on ne peut donner que les vaccins de santé publique et faire des recommandations ou des ordonnances pour les autres vaccins. Mais ça reste très important. Et tranquillement, on commence à revoir cette importance-là de la vaccination réapparaître dans le langage des médecins pour parler à leurs patients de l'importance. Mais si vous voulez aller voir en lien avec, ici c'est la MPOC, il y a des lignes directrices d'or, les gold standards internationaux qui recommandent aux personnes qui ont des BPCO ou des MPOC, c'est pareil, d'être vaccinées contre les pneumocoques, la COVID, la grippe et même le zona, la coqueluche pour bien les protéger. Alors, certaines maladies, donc, euh, parlons du pneumocoque. Pneumocoque, il y a 90 sérotypes différents. Donc, c'est une bactérie qui ressemble une à l'autre, mais c'est comme une grande, grande famille de 90 sérotypes, pas tout à fait tous pareils et euh, qui peuvent nous infecter. On devient infecté enfant la plupart du temps. La majorité des enfants vont être porteurs d'un certain groupe de pneumocoques dans leur gorge. Si on fait des cultures de gorge, on va en trouver, mais ils ne sont pas malades. Mais ils vont voir grand-papa, grand-maman, ils les embrassent et là, bang, ils tombent malades. Alors, quand on a commencé à vacciner les nouveau-nés contre les pneumocoques avec le Préveneur 7 à l'époque, le premier vaccin qui est sorti, tout de suite, on a vu une chute des infections chez les aînés qu'on ne vaccinait même pas encore. Parce que les jeunes enfants peuvent être très affectés par ces infections-là et à l'autre extrémité, les personnes plus âgées. C'est un peu le même scénario qu'on voit avec le virus respiratoire syncytial dont je vous parle dans une minute. Les enfants font des pneumonies, faisaient beaucoup d'otites avant. Maintenant, ils sont tous vaccinés. Je vois presque plus d'otites d'enfants dans ma pratique, alors qu'au début de ma pratique, c'était vraiment quelque chose de quotidien pratiquement, les otites chez les jeunes enfants. La vaccination a vraiment permis de les éliminer. Les répercussions cardiaques, donc, je vous l'ai dit tantôt longuement, les pneumocoques font partie de la catégorie d'infections qui causent des infarctus et qui sont associés directement. Et le fait d'être vacciné réduit de 50 le risque d'infarctus si on est vacciné contre les pneumocoques. Il y a certaines conditions médicales qui augmentent les risques de complications en lien avec les pneumocoques. Certaines personnes vont avoir juste une petite infection respiratoire puis ils vont s'en débarrasser. On va faire une petite bronchite puis c'est fini. Mais le risque de pneumonie est beaucoup plus grand chez les gens avec des maladies du système immunitaire, bien sûr, un diabète, une insuffisance rénale chronique, de l'asthme, évidemment, on touche le système respiratoire, un âge avancé de 65 ans et plus et la combinaison de différentes conditions médicales, insuffisance rénale, diabète, maladie cardiaque, etc. Pour le VPH, juste un petit mot rapide. La majorité des Canadiens ont été infectés par au moins un groupe de VPH. Ça prend un partenaire sexuel pour avoir un risque d'avoir été infecté. Et la maladie peut toucher plusieurs organes et l'incubation est de 20 à 30 ans. C'est très, très long. Donc, si on a plus qu'un partenaire dans la vie, c'est impossible de dire quel partenaire va avoir transmis l'infection. On ne sait pas pourquoi certaines personnes réussissent à se débarrasser du virus et d'autres vont le garder pendant très longtemps jusqu'à temps qu'un cancer survienne. Le virus respiratoire syncytial, le tout nouveau joueur du côté vaccin de maladies respiratoires au Canada. On en a entendu beaucoup parler à l'automne 2022 quand on a parlé de triple pandémie où les hôpitaux fermaient, partout débordaient. On envoyait des jeunes enfants dans des hôpitaux adultes parce qu'on avait tout simplement plus de place, autant en Ontario qu'au Québec et à travers le Canada. Donc, cette triple pandémie était causée par l'influenza, la COVID et le virus respiratoire syncytial. À la fin des mesures de prévention de la pandémie de COVID, qui a fait que les gens ont recommencé à se voir, à s'embrasser, à se toucher, à aller partout sans masque, et bang, les infections sont réapparues en très grand nombre. Quelques semaines après, ça a pris 2, 3 semaines à peu près, après l'épidémie du côté pédiatrique, et là, ça a touché les adultes et ce sont les hôpitaux adultes qui se sont mis à déborder.
On a, depuis l'automne dernier, un vaccin contre le virus respiratoire syncytial et il y en a un deuxième qui arrive dans les pharmacies en mai. Euh, Moins que 1 des personnes âgées au Québec ont relevé leur manche pour se faire vacciner contre ce vaccin-là. Une des raisons, c'est qu'il faut le payer, bien sûr, mais ce n'est pas une raison suffisante. D'après le docteur Boileau, qui était en entrevue à Tout le monde en parle, qui disait il ne faut tellement pas s'arrêter au cou. C'est un virus qui peut vous emmener à l'hôpital, vous emmener aux soins intensifs et même si vous avez été hospitalisé, une personne sur 9 qui va avoir été hospitalisée à cause du virus respiratoire syncytial va décéder. Donc, la majorité des gens ne seront pas hospitalisés, rassurez-vous, mais si vous êtes suffisamment malade pour être hospitalisé, une personne sur 9 va en mourir. Et qui est plus à risque d'avoir des complications avec le virus respiratoire syncytial? C'est vous, les personnes avec des maladies pulmonaires chroniques. Donc, vraiment, un vaccin coûte à peu près 300 qui protège pour un minimum de 2 ans. On le sait maintenant que c'est au moins 2 ans de protection. Les études sont en cours en ce moment. La troisième année d'études se termine en ce moment. Les données vont être analysées et d'ici l'automne prochain, on va savoir si le vaccin protège pour plus que 2 ans. Mais au moins 2 ans, c'est déjà ça. Ça divise la facture un petit peu. Et c'est un virus qui est saisonnier qui arrive à l'année, mais principalement du mois d'octobre au mois de mai. Donc, si vous n'avez pas été vacciné cette année, vous pouvez décider d'attendre au mois d'août l'année prochaine, mais attendez pas trop pour que votre système immunitaire se bâtisse avant que l'infection arrive. Au niveau de l'incubation, comme la majorité des virus respiratoires, à peu près 4 jours avant, et ils sont futés, les virus. Pour survivre, la majorité, COVID, influenza et VRS font ça. La personne est contagieuse une journée avant d'avoir des symptômes. Donc, il y a beaucoup de virus qui s'est multiplié dans ses sécrétions un petit peu partout avant de causer l'irritation, mais c'est transmissible par les gouttelettes de salive. Et donc, la personne, même si elle se dit, ben, dès que j'ai des symptômes, j'arrête d'aller voir grand-maman ou je me remets à porter un masque pour éviter de contaminer mes proches, il est trop tard parce que la veille, déjà, cette personne-là était contagieuse. En général, les gens restent contagieux 3 à 8 jours après, mais les personnes très, très, très immunosupprimées peuvent être contagieuses jusqu'à 3 mois après le début de leur infection. Les symptômes, sans test, c'est impossible de faire la différence entre COVID, influenza ou VRS. Il n'y a que la COVID qui a un signe spécial, la perte de l'odorat, qui est vraiment particulière à la COVID. Tant que ce n'est pas parce qu'on a le nez bouché, là, parce qu'on est trop congestionné, mais cette perte d'odorat-là qui persiste, c'est la COVID seulement qui cause ça. Pour le virus respiratoire syncytial, les gens vont sciller, vont avoir des difficultés respiratoires, un essoufflement plus marqué jusqu'à 8 semaines après l'infection. Donc, c'est quelque chose qui est plus lent à récupérer que les autres infections respiratoires. Mais ça, on le voit quand le patient se représente devant nous 6 semaines après le début de son infection. Là, on peut dire, c'était probablement du VRS. Si le patient n'a pas été à l'hôpital, à l'urgence ou hospitalisé, on n'a pas accès à des tests dans les bureaux, en pharmacie et tout pour le VRS. Mais à l'hôpital, bonne nouvelle, maintenant, on peut faire un test triple, VRS, COVID et influenza, avec un seul écouvillon, Q-tips qu'on va mettre dans le nez. Donc, c'est moins traumatisant que 3 fois de suite pour faire les 3 tests. Lorsqu'on a l'infection naturellement, on n'a pas une bonne immunité nous-mêmes qu'on développe et on peut réavoir l'infection même plus qu'une fois dans la même année, tellement que l'immunité naturelle suite à une infection n'est pas bonne. Et évidemment, tout au long de la vie, on peut en avoir plusieurs fois. Heureusement, l'immunité par la vaccination est bien meilleure. Les taux d'hospitalisation vont varier en lien avec le VRS. Comme je vous disais, avec le MPOC ou le BPCO ou avec l'insuffisance cardiaque, c'est là qu'on va avoir les plus hauts taux d'hospitalisation associés à cette infection-là. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas de comorbidité qu'on appelle de maladie chronique, son risque d'être hospitalisé serait de 1.
alors que si on parle de BPCO, ça peut aller jusqu'à 13 fois plus que cette personne-là sans maladie chronique. Et vous voyez que ça monte dépendamment des conditions médicales. Avec le diabète, on peut aller jusqu'à 6 fois le taux de la population générale qui n'a pas de complications. Beaucoup de jeunes enfants vont être infectés. Les moins de 5 ans vont être hospitalisés et vont représenter 70 de toutes les hospitalisations. On a beaucoup moins d'hospitalisations chez les 65 ans et plus, des 50 à 64 ans, mais les décès surviennent majoritairement du côté des personnes de 65 ans et plus. Et comme je vous le disais, une personne sur 9 qui est hospitalisée en lien avec le BRS va décéder. 2 vaccins, Arexvy et Abrysvo. Arexvy est celui qui est déjà disponible depuis l'automne dernier pour les 60 ans et plus, et le Abrysvo est indiqué pour les personnes de 60 ans et plus et pour les femmes enceintes. Le but, c'est bien sûr, on va protéger la femme enceinte contre le VRS, mais c'est surtout de viser à ce qu'elle développe des anticorps naturellement, qu'elle va transmettre à son enfant pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Et possiblement, les études sont en cours, mais on est presque certain, pendant l'allaitement aussi, qu'elle va transmettre des anticorps, ses propres anticorps qu'elle a fabriqués, mais qui vont aider l'enfant à se protéger contre l'infection par le virus respiratoire syncytial et donc diminuer les hospitalisations chez les nourrissons. Les 0-6 mois sont les plus à risque du côté de ces infections-là. Alors, pour qu'elle ait le temps de faire des anticorps et de les transmettre en quantité suffisante au nouveau-né pour que ça le protège, on recommande la vaccination entre la 32e et la 36e semaine de grossesse. Efficacité autour de 85 pour la première saison, entre 74 et 84 dépendamment des études, des groupes d'âge, des maladies chroniques, etc., pour la deuxième saison. Donc, vraiment une protection qui est excellente contre une maladie qui est grave. Au niveau de la rougeole, je voulais juste vous dire un mot parce qu'on a eu beaucoup de cas au Québec. Donc, en date du 16 avril, on avait 45 cas de rougeole qui étaient rapportés à travers le Québec dans plusieurs régions en lien initialement avec un voyage, quelqu'un qui est revenu de voyage avec la rougeole. Mais après ça, la transmission qui s'est faite à Montréal de façon plus efficace parce que dans une des régions touchées, entre autres, une des écoles qui a été touchée, à peine 30 des enfants avaient été vaccinés, alors qu'on vise un taux de 85 pour la population pour diminuer les risques. La plupart des gens qui sont plus âgés ont fait la rougeole lorsqu'ils étaient enfants. Donc, on estime que si vous êtes né avant 1970, vous n'avez rien à faire. Vous avez des anticorps contre la rougeole. Vous l'auriez fait déjà parce qu'il y a eu beaucoup de circulation dans le temps de rougeole. Mais depuis 1970, on a commencé à vacciner. On était très efficace au niveau de la vaccination depuis 1980. Donc, normalement, les gens, après 1980, devraient avoir reçu 2 doses de vaccin, mais c'est à vérifier dépendamment du contexte. Il ne faut pas oublier qu'il y a des vaccins pour les voyageurs aussi dont je ne vous ai pas parlé, mais qui restent importants. Et un de ceux-là qui touche particulièrement certains pays, mais aussi un peu le Québec et l'Europe, c'est le méningocoque de type B qui peut donner une maladie qui va tuer la personne en dedans de 24 heures. Donc, le méningocoque de type B, c'est un vaccin qui est gratuit pour les personnes qui sont aspléniques, dont la rate ne fonctionne pas adéquatement, dont je vous ai parlé tantôt. Une maladie rare, mais exceptionnellement grave, avec un tiers des personnes qui vont décéder, un tiers des personnes qui vont avoir des séquelles chroniques permanentes, comme des amputations ou des pertes d'audition, des conséquences au niveau intellectuel ou un tiers qui vont guérir sans séquelles. Donc, beaucoup de complications possibles. Alors, dans les points à retenir, pour vous laisser un petit peu de temps pour les questions, les vaccins offerts au Canada sont sécuritaires et ils sont efficaces. L'immunisation fait partie importante de la protection passive de toute personne. Un petit geste, une injection, mal un petit peu, 24 à 36 heures dans la majorité des cas, le bras va être sensible et le tour est joué. En dedans de quelques jours, la personne naturellement va se débarrasser du vaccin en produisant ses propres anticorps qui vont la protéger dans le futur contre un virus qui est sauvage dans la nature, beaucoup plus agressif que ce qu'on lui a injecté,
qui est en général un virus tué ou une bactérie tuée. Et à ce moment-là, les immunisations vont jouer un rôle crucial pour permettre de maintenir l'autonomie parce que, évidemment, si vous avez un accident vasculaire cérébral avec des séquelles de paralysie, un accident cardiovasculaire avec un infarctus, avec des séquelles au niveau insuffisance cardiaque, une hospitalisation pour pneumonie prolongée, vous allez perdre vos muscles en étant hospitalisé, tout ça, votre autonomie, là, elle va en prendre un coup et vous allez passer de quelqu'un qui allait tout seul à l'épicerie à pied avec son petit panier à quelqu'un qui est obligé de dépendre des autres ou même d'aller en résidence pour être capable de fonctionner. Vous n'êtes pas responsable de ne pas savoir quel vaccin vous devriez avoir. La majorité des adultes ne le savent pas. Ils veulent être vaccinés, ils sont d'accord avec la vaccination, ils n'ont rien contre. Ils sont juste pas au courant qu'ils devraient être vaccinés. Et les médecins, je le prends sur mes épaules, même si je fais beaucoup d'éducation de ce côté-là, les médecins sont en grande partie responsables de ça parce qu'ils n'en parlent pas. Et même les spécialistes en parlaient peu jusqu'à maintenant. Mais la COVID nous a vraiment amené une remise en question de tous les moyens qu'on a pour nous protéger contre les infections, les masques, la distanciation et les vaccins. Et ça a donné d'excellents résultats. On a recommencé nos vies normales ou à peu près suite à la pandémie. Bien, le même impact est présent avec les autres infections, mais comme ça n'arrive pas soudainement, tout le monde en même temps qui est infecté, on voit moins l'impact de ça, et c'est la même chose. Et il faut essayer d'être bien protégé en faisant des gestes très, très simples pour la vaccination. Voilà.